Okay. Good morning, everyone. Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre première réunion webinaire sur deux grands projets ici dans la vallée de l'Outaouais, l'établissement de stockage à faible profondeur et le réacteur MPD. J'aimerais commencer en reconnaissant la nation algonquine sur le territoire d'où nous sommes, non cédé, bien sûr, et traditionnel. Je commence en me présentant. Je suis Mitch McKay, gestionnaire des relations environnementales ici à LNC. Et je commence par l'ordre du jour. Et ensuite, on commencera notre discussion. On aura aujourd'hui 1 heure. La connexion de M. Coupe. Merci à tous d'avoir envoyé des questions à l'avance. Nous les examinerons. D'abord, la question de l'IGDPS et ensuite l'autre projet. Et on y arrivera un à la fois. Si vous avez posé une question que vous ne voyez pas de réponse, c'est peut-être que ça ne concernait pas les deux projets. Si votre question ne concerne pas ces deux sujets, nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Nous répondrons par courriel après le webinaire. Donc, si vous avez des questions, nous voulons y répondre, mais si ça ne correspond pas au sujet d'aujourd'hui, nous y répondrons plus tard par courriel. Donc, si le temps nous le permet, nous prendrons quelques questions en direct. Si nous passons à travers toutes les questions soumises, nous ouvrirons le clavardage et nous répondrons à vos questions en direct. Mais si ça ne correspond pas à l'IGDPS ou au NPD, nous y répondrons plus tard. Ce webinaire est dans les deux langues officielles. Il y a une icône. Regardez au bas, il y a le bouton interprétation. Et vous pouvez choisir soit l'anglais ou le français. Vous pouvez taper votre question et à la fin, nous pourrons peut-être y répondre. Nous aurons aussi à la fin quelques questions pour que les séances en valent la peine pour tous et tout feedback que vous aurez sera utile pour qu'on puisse améliorer les webinaires et qu'on continue à évoluer et à s'améliorer. Sur ce, je donne la parole au projet IGDPS qui nous donnera un échéancier sur ce qu'ils font actuellement du côté de l'évaluation environnementale. Et le projet R&D fera la même chose par la suite. Je donne la parole à Sandra pour qu'elle se présente et les membres de son équipe
et qu'on voit où en est le projet IGDPS. Bonjour à tous, merci Mitch. Je suis Sandra Fott, gestionnaire du projet d'approbation législative IGDPS. Je suis avec Jerome Besner, qui est agent des programmes de DG Jeff Chapin du projet d'ingénierie IGDPS. Katie, vous présentez votre équipe? Merci, Sandra. Katie Hoke, gestionnaire approbation réglementaire pour le projet de fermeture R&D. Mike English, gestionnaire des R&D, et Juliette Lewis, qui est notre spécialiste environnemental. Vous voyez l'échéancier ici, l'IGDPS. Ça a commencé, comme vous le voyez, en 2017, mais en fait, ça a commencé en 2016. En mars 2017, nous avons soumis un énoncé, une ébauche d'énoncé de l'impact environnemental à la Commission de la sécurité nucléaire. Le projet relève de la loi de 2012 sur l'évaluation environnementale. Il s'agit du processus que les deux projets respecteront jusqu'à la décision rendue. Comme vous savez, une nouvelle loi sur l'évaluation environnementale est entrée en vigueur en 2019. Mais il y avait déjà des clauses en vigueur. Comme ça a débuté en 2016, nous demeurons sous la loi de 2012. Le projet a reçu des commentaires d'une équipe d'examen fédéral provincial ainsi que d'organisations autochtones. Depuis 2017, beaucoup de travail a été fait pour réviser l'énoncé d'impact environnementaux pour voir les commentaires. Nous avons soumis une ébauche en 2019 à la Commission de la sûreté nucléaire. Nous avons reçu plus de commentaires de l'équipe d'examen provinciale, territoriale, fédérale, et nous travaillons sur un dernier document à soumettre à la Commission de la sécurité nucléaire dans les prochaines semaines. Après leur décision, une audience de la Commission sera effectuée. La Commission de la sécurité nucléaire n'est pas responsable de l'échéancier, ce sera le secrétariat. Ce sera fait en deux parties. La première étant entre les membres de la Commission et la sécurité nucléaire, et ensuite, il y aura le temps pour l'intervention du public et des groupes autochtones pour la deuxième partie de l'audience. Et sur ce, je quitterai le sujet de l'échéancier de l'IGDPS. Merci, Sandra. Gardons l'échéancier R&D pour lorsque nous passerons aux questions-réponses à R&D, et nous verrons les questions qui ont été soumises pour le projet IGDPS avant le webinaire. La première question qu'on a, c'était pour vous, Sandra, est-ce que d'autres sites éloignés de la propriété de CNL ont été étudiés, comme la roche solide pour un dépôt souterrain qui peut isoler les déchets radioactifs à longue durée de la vie de la biosphère? C'est une très bonne question, oui. Merci, Mitch. Donc, pour débuter, comme je l'ai dit, ce projet est effectué sous l'égide de la loi de 2012, et nous incluons une évaluation des autres options qui respectent les lignes directrices de la Commission de la sécurité nucléaire, ainsi que l'Agence de l'évaluation environnementale et les énoncés politiques sur les moyens possibles selon la loi de 2012. Donc, les moyens regardent des options pour les endroits,
les méthodes de développement, de mise en œuvre, le design, la technologie et les mesures d'atténuation. L'évaluation tient compte de faisabilité économique, technique et pour le projet d'IGDPS, on a pensé à l'endroit ainsi que le type d'établissement dans les moyens possibles. Donc, pour ce qui est de l'endroit, Énergie atomique Canada Limité, ainsi nous pensons à des terres sous la propriété, le contrôle de l'Énergie atomique Canada. Il voulait que l'endroit soit près d'où les déchets se trouvent pour la plupart. Donc, CNL a considéré des options de Pinawa ainsi que le site à Roughton comme possibilité d'endroit. Ces terres sont contrôlées par CNL, ont des caractéristiques similaires à Chalk River. Cependant, ça créerait beaucoup de transport entre Chalk River et ces endroits. Donc, 90 des déchets qui seront dans l'IGDPS se trouvent au laboratoire de Chalk River. Donc, le transport de déchets du site de Chalk River signifierait des routes internes. Et Whiteshell et NPD seront fermés dans la prochaine décennie, donc ils n'auront pas les services ou l'infrastructure de gestion nécessaire comme le laboratoire de Chalk River. Donc, l'évaluation a démontré que Whiteshell et RND étaient moins favorables que Chalk River. Nous avons aussi pensé à un établissement de gestion de déchets géologiques et dans la question, on parlait de roches solides souterrains. Selon la ligne directrice de l'Agence atomique, les établissements en profondeur sont créés pour les déchets à niveau élevé ou moyen, tandis que IGDPS est pour les faibles niveaux parce qu'on n'a pas besoin du même niveau d'isolement que les déchets à fort ou moyen niveau. Étant donné le type de déchets proposé pour l'IGDPS, à faible niveau, l'élaboration d'un établissement à faible niveau est appropriée pour notre projet. Merci, Sandra. La deuxième question qui a été posée, c'était préciser le scénario de la baignoire. Est-ce que c'est une préoccupation après l'an 2400 lorsque le contrôle institutionnel aura pris fin? Une très bonne question encore. Donc, dans l'évaluation du projet d'IGDPS, plusieurs évaluations de sécurité ont été effectuées par CNL. Donc, il s'agit d'un résumé de toutes les évaluations qui comprennent la construction, le fonctionnement, la fermeture et post-fermeture. Vous pouvez trouver cette étude de cas sous la page documents sur notre site Web. Pour la construction et le fonctionnement, il y a une analyse de sécurité, un SAR, et pour la fermeture, il y a aussi une évaluation post-fermeture. Donc, plus particulièrement pour ce qui est de la question, le scénario de la baignoire est une supposition que nous avons faite au pire des cas où il y aurait un échec dans le mont de couverture. Il y aurait de l'eau qui s'infiltrerait parce que ce n'est pas bien isolé. La baignoire se remplirait et ça fait partie de l'évaluation de la sécurité dans le pire des scénarios et on l'utilise pour évaluer les incertitudes.
essentiellement avec le modélage qui a été fait dans l'évaluation post-fermeture. Nous avons supposé l'installation d'une baignoire. Et dans le cas de l'IGDPS, aucune conséquence importante n'avait été soulignée pour le public ou l'environnement. Il s'est attribué au fait que ce n'est que des déchets de faible niveau qui seront dans l'IGDPS, qui se détruiront graduellement après les 100 premières années et seront similaires au niveau naturel après la fin de la vie durable de l'établissement, c'est-à-dire de 550 ans. Et le déchet, à ce moment-là, serait similaire à ce qu'il y a dans l'environnement ici dans la vallée de l'Outaouais. Okay, thank you, Sandra, again. So the next question, I think, Merci, Sandra. La prochaine question s'adresse à vous, Sandra, à propos des drones. Et plutôt, on donnera la parole à Jérôme. La prochaine question, c'est quel type de déchet sera éliminé dans le IGDPS? Donc, pour débuter, nous avons des critères très précis d'acceptation des déchets acceptés par l'IGDPS. Ce document a été élaboré dans un processus exhaustif et là-dessus, je donne la parole à Jérôme qui répondra avec plus de précision pour ce qui se passera avec l'IGDPS. Bonjour à tous. Comme on l'a dit, je suis Jérôme Bessner. Je travaille ici à la Commission de la sécurité nucléaire. D'abord, comme Sandra l'a déjà dit, seuls les déchets à faible niveau de radioactivité seront dans l'IGDPS et ces déchets à faible niveau respectent le document de l'Agence internationale ainsi que l'Association des normes canadiennes. Donc, seuls des déchets à faible niveau seront dans l'IGDPS. L'IGDPS a été créé pour les déchets en gros qui existent dans le sol. Ça proviendra de Chalk River et les débris de la fermeture des établissements qui ont été construits parfois il y a 60 ans ici à Chalk River. Un plus petit pourcentage de déchets proviendra d'équipements personnels, de protection personnelle pendant le fonctionnement des établissements, des équipements personnels probablement contaminés. La plupart des déchets qui sont à Chalk River proviennent de Chalk River, avec un petit pourcentage provenant d'autres établissements comme White Chalk et des déchets d'autres petits générateurs comme les universités, les hôpitaux universitaires. Sandra, vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est bien. Merci, Jérôme. Merci, Sandra. Merci à Jérôme. La prochaine question qui a été posée, et je crois que Sandra, vous répondrez d'abord et ensuite Jeff devrait être prêt pour vous aider. Quel est le volume estimé d'eau à traiter par jour et où ce volume sera-t-il déversé? Merci, Mitch. Le projet du GDPS a une usine de traitement des eaux usées qui fera partie du projet. Donc, dans la photo sur l'écran, l'usine d'eau usée se trouve où les 3 réservoirs sont. Ils utilisent la meilleure technologie possible et des tests pilotes ont été faits pour voir le traitement des eaux usées selon les déchets pour l'IGDPS. Ils utilisent une combinaison de précipitation chimique et de clarification ainsi que l'échange ionique.
L'usine de traitement d'eau est un élément clé pour les objectifs de l'IGDPS avec la protection de la rivière des Outaouais. Donc, les employés qui vivent dans la région boivent l'eau et jouent dans l'eau de cette rivière. Donc, Jeff vous donnera plus de précisions sur cette question. Bonjour, je suis Jeff Chapin et on avait une question sur le volume. Le volume moyen à être traité par l'IGDPS est d'à peu près 11 000 mètres cubes par année, 30 mètres cubes par jour. Une autre option inaudible, une galerie d'exfiltration qui déverse dans le sol parce que cela laisse plus de temps. Le son de M. Chapin est très mauvais. L'interprète est désolé. Et une portion de l'affluent pourrait être renvoyée à Perch Lake, je crois qu'il a dit. Il faudrait noter que les affluents traités vont dans un réservoir final pour être retraités et échantillonnés afin de s'assurer que les cibles de déversement sont respectées avant le renvoi de l'affluent. Si les cibles ne sont pas atteintes, il retournera au début du processus de traitement pour recommencer et enlever ce qui dépasse les cibles. Inaudible. Donc, si on regarde ce qui se passe à Pembroke, il y a le traitement de 7 000 mètres cubiques par jour, 7 000 à Pembroke, si on compare à 30 qu'on fera quotidiennement à l'IGDPS. Merci. Inaudible. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je donne la parole à Mitch. Merci beaucoup. Il est 10h52. Une dernière question pour l'IGDPS et on commencera avec le R&D et on reviendra à la fin s'il y a encore du temps. La 5e question, pourquoi l'installation d'élimination nucléaire en surface est-elle située près de la rivière des Outaouais? Si près. C'est la première partie de la question. Ensuite, le gouvernement canadien n'a-t-il pas d'autres terrains lui appartenant situés plus loin de la rivière des Outaouais? Ensuite, l'IGDPS est-il situé à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais? Et si oui, pourquoi n'est-il pas situé plus loin? Merci, Mitch. J'ai déjà répondu à la deuxième partie de l'endroit, les autres sites, plus tôt, donc je ne vais pas en reparler. D'abord, je veux dire que le but du projet de l'IGDPS est de faciliter le nettoyage du site de Chalk River. Donc, il y a actuellement de la contamination à ce site et il s'agit d'une responsabilité nucléaire du gouvernement canadien. Donc, l'IGDPS améliorera les conditions existantes à Chalk River. Encore une fois, l'IGDPS vise à protéger l'environnement et pas à y nuire. L'établissement a été créé pour l'isolation des isotopes nucléaires de l'environnement. Le site, comme la personne l'a dit, est à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais, mais sur un sol rocheux qui
bloque l'accès à la rivière. Donc, nous avons examiné 15 sites à Chalk River, et tandis que certains sites semblent être plus loin de la rivière sur une carte, en fait, le temps de transit vers la rivière est plus lent qu'à l'endroit où nous avons choisi. Donc, la Commission de sécurité nucléaire fait rapport de ces programmes annuellement, et ce programme est en place depuis plus de 60 ans. Donc, la surveillance environnementale se fait à plus de 400 postes d'évaluation sur le site de Chalk River et les résultats sont affichés sur notre site Web chaque année. Le programme de surveillance environnementale de l'IGDPS fera partie de l'initiative de surveillance de Chalk River, mais sera élargi pour inclure la surveillance plus précisément de l'IGDPS. Est-ce que j'ai bien répondu à toutes les questions, Mitch? Je crois que oui. Merci beaucoup, Sandra. Alors, changeons de vitesse et commençons à parler du projet de fermeture R&D. Je pense que Katie a une diapositive pour nous parler de l'échéancier le plus à jour. Donc, je donne la parole à Katie et je pense qu'on a présenté les autres membres de l'équipe. Donc, commençons avec le R&D. Merci, Mitch. Je ne veux pas répéter ce que Sandra a déjà dit. Elle a bien décrit le fait que nous suivons tous deux la loi de 2012 et l'échéancier. Comme l'IGDPS, le projet du RND a débuté en 2016 avec la description du projet et notre ébauche initiale a été faite en 2017. Encore une fois, c'est le même processus. Nous avons reçu plusieurs commentaires publics et autochtones, mais aussi des commentaires des équipes d'examen fédérales et provinciales. Donc, le graphique nous renvoie au cercle en pourpre où l'évaluation sera envoyée. Nous sommes un pas en arrière. Nous évaluons l'ébauche pour répondre aux commentaires des équipes provinciales et fédérales. Ensuite, ce qui ne se voit pas sur les cercles serait le deuxième examen technique basé sur les améliorations faites dans les commentaires provinciaux et fédéraux. Donc, 90 jours d'examen. Nous soumettrons notre examen final révisé en juillet, l'ébauche finale, et l'examen technique commencera. Une fois que nous aurons du feedback du CNSC, nous l'examinerons et nous passerons au cercle pourpre, c'est-à-dire la soumission de notre évaluation finale. Le processus d'audience est le même. Il s'agit d'une audience en deux parties avec la possibilité d'avoir intervention du public entre les deux audiences. Et comme Sandra l'a dit, c'est le secrétariat de la commission qui prévoira ces audiences. Je pense que j'arrête là-dessus. Mitch, si vous voulez passer aux questions, ce serait très bien. Merci, Katie, de cette mise à jour. Donc, la première question qui a été posée est, je crois, Juliette, qui va essayer d'y répondre. Donc, comment les cheminées seront-elles surveillées pendant et après le projet? Merci, Mitch. Mais merci. Ensuite, je donnerai la parole à Juliette pour qu'on continue là-dessus. Donc, je voulais rappeler aux gens ce qui se passait avec les
espèces que nous regardons de très près. Et l'image sur la diapo, vous voyez en rouge et blanc les cheminées. C'est un endroit de nidification qui est beaucoup utilisé, où il y a un grand nombre d'oiseaux. Un des sites les plus prolifiques de nidification au Canada. Donc, à l'étape de description du projet, on prévoyait finalement démolir la cheminée et ensuite construire un autre habitat de rechange. Mais il y a beaucoup d'incertitudes pour ce qui est de la sélection d'un habitat de rechange. Alors, selon les preuves, dans le climat froid du Canada, le nouvel habitat ne réussirait pas finalement à attirer les martinets ramoneurs. Donc, un panel d'experts de plusieurs secteurs s'est réuni pour parler des défis associés donc à un habitat différents. Donc, on a décidé que l'option privilégiée pour les martinets ramoneurs serait de maintenir la structure actuelle. Donc, on a apporté le changement à ce moment-là et nous avons donc décidé de maintenir la cheminée intacte. Alors, cette question portait sur la surveillance des martinets ramoneurs pendant et après le projet. Je vais céder la parole à Juliette qui va nous donner d'autres détails. Merci beaucoup. Bonjour, Katie. C'est un bon aperçu finalement de la question des martinets ramoneurs. Pour répondre à la question sur la surveillance des martinets ramoneurs pendant et après le projet, je vais vous parler des deux phases du projet de fermeture. La phase d'exécution de déclassement est sur une période de 2 ans où les activités telles que la démolition, l'ajout de coups de colis seront effectuées. Après cela, la phase de contrôle institutionnel va commencer. Donc, c'est pour un minimum sur un minimum de 100 ans de surveillance. On va surveiller les martinets ramoneurs pendant les deux phases. Alors, on fait la surveillance à l'heure actuelle et également, c'est important de vous dire qu'un permis d'espèces à risque est nécessaire pour le projet de fermeture parce que les activités seront effectuées autour de la cheminée. Notre façon de surveiller les martinets ramoneurs, c'est de regarder finalement un enregistrement vidéo en fait du haut de la cheminée pour compter le nombre de martinets ramoneurs qui sortent ou qui entrent dans la cheminée. Donc, la vidéo, la caméra est installée à une distance de la cheminée. Pendant la période d'exécution, la surveillance des martinets ramoneurs sera effectuée en fonction d'un protocole qui a été élaboré par un expert en martinets ramoneurs. C'est un protocole précis qui nous permet finalement de détecter un déclin du nombre de martinets ramoneurs qui utilisent la cheminée. Nous incorporons également d'autres mesures d'atténuation pour faire en sorte que les activités du projet ne perturbent pas les martinets ramoneurs. Par exemple, on mène la plupart de nos activités pendant la journée et on incorpore également des mesures pour réduire la poussière qui pourrait avoir une incidence négative sur les martinets ramoneurs également. Et pendant la période de contrôle institutionnel, on va faire donc un décompte hebdomadaire des martinets ramoneurs et ça aura lieu pendant 3 ans et pendant la période après les 3 ans, on va continuer à participer finalement à un projet de surveillance. Donc, il y aura des journées précises où on va faire le décompte des martinets ramoneurs. Alors, j'aimerais terminer en vous disant que cette année, nous envisageons donc une nuit de décompte des martinets ramoneurs de façon virtuelle, comme on l'a fait l'année dernière, très populaire.
Une vidéo donc des martinets ramoneurs rentrant et sortant finalement de la cheminée sera diffusée sur le web. La date sera fixée bientôt, donc à la fin mai, au début du mois de juin. Et ça sera annoncé sur les plateformes des réseaux sociaux et sur notre site web du LNC. C'est une bonne activité également pour les enfants. J'espère que vous serez des nôtres cette année. À vous, Mitch. Merci, Juliette et Katie, d'avoir répondu à cette question. Alors, la deuxième question qu'on a reçue porte sur la cheminée du NPD également. Et Mike va répondre à cette question. Peut-être Katie pourrait ajouter un complément d'information également, un petit peu de contexte si vous voulez. Alors, à quel niveau l'LNC prévoit-elle de maintenir la cheminée du NPD? Quel est le plan si une catastrophe naturelle entraîne la dégradation ou l'effondrement de la cheminée? Merci, Mitch. Je ne vais pas ajouter grand-chose parce que j'ai déjà fait une introduction, à savoir pourquoi on maintient la cheminée intacte. Et ça, c'était en réponse à la question précédente. On veut que ce soit donc un lieu de perchage pour les martinets ramoneurs, mais il faut qu'on continue à surveiller la cheminée pour que la cheminée reste sécuritaire et intacte. Et Mike va vous donner donc des détails. Merci, Katie. C'est une bonne question au sujet de la cheminée. Comme Katie vient de dire, on veut maintenir la cheminée comme lieu de perchage pour les martinets ramoneurs. On veut la maintenir pendant à peu près 50 ans. Pendant cette période-là, on va faire des inspections et de l'entretien nécessaire. Et si on voit qu'il y a dégradation, on va l'éliminer. Alors, il y a le plan de surveillance qui a été préparé pour la phase de contrôle institutionnel également, qui décrit les activités de maintien, d'entretien et de surveillance de la cheminée. Il y aura donc une inspection visuelle mensuelle. Il y aura donc une inspection intégrale de l'intégrité tous les 5 ans. On prévoit également de nettoyer les conduites de drainage qui seront installées au besoin. Alors, LNC a étudié finalement l'incidence sur, découlant de l'effondrement de la cheminée pour ce qui est des conséquences radiologiques. Alors, et s'il y a effondrement pendant la période de contrôle institutionnel, ça ne devrait pas avoir une incidence négative sur les structures en surface telles que les puits de surveillance ou le couvercle qui sera installé sur l'installation. Tout dégât sera réparé. À vous, Mitch. Merci, Mike. Troisième question qu'on a reçue maintenant, et c'est Katie qui va répondre à cette question-là. Pourquoi le réacteur NPD est-il encastré dans du ciment au lieu d'être démantelé comme le recommande la IEA? Donc, la IEA. Merci, Mitch. C'est une question finalement que bien des gens ont posée. C'est une question importante, donc je prendrai un certain temps pour vous expliquer pourquoi on a décidé d'encastrer le réacteur. Alors, cette étape-ci, on a la responsabilité d'achever finalement le déclassement de l'installation NPD. Et on avance avec le déclassement maintenant parce qu'on ne veut pas léguer cela à des générations futures. Alors, on propose finalement un déclassement sur place ou l'élimination sur place. Ça veut dire qu'on va éliminer finalement les déchets sur les lieux. Alors, on a choisi cette technique
à cause finalement des caractéristiques de design de l'installation NPD. L'NPD est construit dans le bouclier canadien à une profondeur de 80 pieds. Alors, cette installation finalement est propre finalement ou apte finalement à l'élimination sur les lieux. On pourrait démanteler l'installation, mais ça créerait des risques qui pourraient être évités. Alors, le déclassement sur les lieux et sécuritaire a été effectué dans d'autres pays tels que le Puerto Rico. Au Canada, le déclassement de ce genre a été utilisé pour fermer des mines telles que des mines dans les territoires du Nord-Ouest et une mine à l'extérieur de Bancroft. On a travaillé avec les experts au Canada et aux États-Unis pour élaborer un colis spécialisé qui sera utilisé pour sceller l'installation pour éviter les fuites. Ça va maintenir finalement l'intégrité de la terre et de l'eau en voisinant. Il est vrai que l'AIEA ne prévoit pas l'encastrage, sauf dans des circonstances exceptionnelles. On pense que notre installation respecte ces circonstances. Au Canada, les recommandations, il est recommandé de ne pas utiliser le terme encastrage. Alors, la proposition est alignée avec les règlements canadiens. Alors, on dit finalement que l'encastrage peut être envisagé dans les circonstances exceptionnelles. Alors, l'installation NPD respecte donc ces critères. L'LNC a préparé des rapports techniques et une évaluation d'impact environnemental pour prouver qu'on respecte, enfin qu'on protège la santé de l'environnement et des gens également. À vous, Mitch. Merci beaucoup, Katie. Eh bien, la quatrième question que nous avons reçue pour cette tribune publique. Alors, c'est Mike qui va répondre à la question, mais Katie, vous voudriez peut-être donner une entrée en matière. Quelle est la durée de vie du coulis qui sera utilisé pour le NPD? C'est une autre bonne question que vous posez qui est reliée à la question précédente également. Alors, dans le contexte des activités de déclassement, l'espace vide dans l'NPD sera rempli d'un coulis spécial. Et donc, je cède la parole à Mike qui va nous parler un peu plus du coulis et combien de temps ça sera. Ça va durer. Alors, la réponse sera à deux volets. Le coulis plutôt qu'on propose fait deux choses. Premièrement, c'est un stabilisateur pour éviter l'effondrement de l'installation. Deuxièmement, ça crée donc un environnement chimique qui va ralentir la dégradation des composantes. Alors, l'LNC a fait de la modélisation du coulis pour voir comment le vieillissement va avoir une incidence sur le coulis. Alors, le coulis va se comporter comme un matériel structurel pendant à peu près 1000 ans. Et à partir de ce moment-là, finalement, les eaux de ruissellement, finalement, auront dégradé le coulis en quelque sorte. Alors, à ce moment-là, le danger représenté par les déchets dans l'installation auront été réduits finalement de 20 fois. Alors, pour ce qui est de l'effet chimique, alors la durée est plus longue. Alors, l'exposition à l'eau qui coule finalement enlève certaines des propriétés du coulis. Mais le coulis continue finalement à ralentir le taux de dégradation finalement des déchets.
Alors, ça va prendre plus de 50 000 ans pour que le pH du coulis soit neutralisé à 100% dans les parties en profondeur. La vélocité des eaux sera beaucoup plus faible, donc ça prendra plus de 80 000 ans pour que le pH soit neutralisé. À vous, Mitch. Très bien, merci, Mike. Alors, la cinquième question et la dernière question qu'on va poser avant de passer aux questions finalement qui portent sur les deux projets. Alors, on va y arriver après avoir posé cette question. C'est la dernière question sur l'NPD proprement parler. Alors, c'est pour vous, Mike, à nouveau. Donc, je vais demander à Katie de faire une petite introduction. Néanmoins, quels sont les principaux contaminants radioactifs présents dans le béton du site et quelle est leur durée de vie? Merci, Mitch. Alors, dans le contexte de notre travail technique pour comprendre le site NPD, nous avons caractérisé tous les contaminants, tous les principaux matériaux, y compris le béton. Mike va parler des contaminants qui se trouvent dans le béton du site et va parler de leur durée de vie également. Alors, merci, Katie. Une autre bonne question que vous posez dans le béton au NPD. Alors, le contaminant radioactif principal est du tritium et dans le contexte du NPD est en fait un dérivé de l'eau lourde qui a été utilisée dans le réacteur pendant le fonctionnement. C'est donc un type d'hydrogène radioactif. Et donc, c'est donc un dérivé des réacteurs CANDU. Le tritium peut donc se déplacer. Alors, pour cette raison-là, il fallait comprendre finalement le comportement du tritium. Alors, le tritium ou l'eau contenant le tritium n'est pas un grand danger, mais ça peut être problématique parce qu'il y en a beaucoup. Mais la dégradation se fait très rapidement, donc il y a une demi-vie de 12,3 ans. Ça veut dire que toutes les 12,3 années, il y a une réduction de 5%. Il n'y a pas d'eau lourde qui a été irradiée au NPD depuis la fermeture au mois de mai de 87, il y a 34 ans. Donc l'inventaire de tritium au site est en déclin pendant 3 demi-vies, ou donc de plus de 80% depuis la fermeture du réacteur. Normalement, des sources radioactives se dégradent au niveau finalement de la radioactivité de fond très lentement. Mais pour le tritium, ça va prendre 123 ans, donc dans 87 ans. Finalement, ça veut dire que le tritium sera totalement dégradé d'ici 2108. Alors, donc, le contenu de tritium sera donc inférieur à 10 millions de fois les limites acceptables. Merci, Mike. On aimerait maintenant passer donc aux questions conjointes que nous avons reçues pour la tribune publique. Je vais demander donc aux collègues du projet NSDF à revenir et on va passer directement à la première question. Sandra, je pense que vous allez pouvoir y répondre. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique va-t-il finalement effectuer un inventaire des projets dans la vallée de l'Outaouais tel que demandé par le comité permanent de la protection de l'environnement, finalement de l'eau et de la gestion des déchets de la ville d'Ottawa?
Merci. Tout d'abord, l'LNC accueille favorablement le dialogue et l'intérêt dans nos projets. Alors, suite à la motion présentée au Conseil d'Ottawa et pendant la réunion du comité permanent de la ville d'Ottawa, nous avons suivi la conversation. Nous y avons participé comme demandé par la ville d'Ottawa. Alors, les projets NPD et NSDF relève finalement de la loi sur l'évaluation de l'impact environnemental. Donc, l'NSC ne peut pas parler au nom finalement du ministre quant aux prochaines étapes. Mais je peux vous dire finalement que les deux projets respectent les exigences pour ce qui est des projets désignés en vertu de la loi et ont inclus finalement une étude sur les effets cumulatifs. Alors, pour les NSDF, on a inclus une évaluation de déclassement et du déclassement des activités de fermeture, de même que les travaux qui seront nécessaires à Ottawa. On tient compte donc de toutes les possibilités de changement, de même que les effets résiduels sur les composantes suite à la mise en application de mesures d'atténuation. Les deux projets envisagent finalement de faire un webinaire pour donner plus de détails sur l'évaluation d'impact cumulatif qui ont été effectués pour les deux projets. Merci, Sandra. Alors, très bien. Deuxième question est comme suit. La deuxième question que nous avons reçue qui porte sur les deux projets. Et je vais demander aux deux projets d'y répondre. Katie, vous allez donc essayer de répondre à la question en premier. Comment les groupes autochtones et les membres de la population générale peuvent-ils avoir leur mot à dire pour ce qui est de la surveillance du LNC et de la surveillance des projets NSDF et NPD? Quel est le délai d'achèvement et d'approbation des programmes de suivi des projets? Merci, Mitch. C'est une autre bonne question que vous posez et je vais revenir à l'introduction faite par Sandra sur la surveillance. Elle a parlé du site Chalk River, 400 lieux de surveillance de l'environnement et ensuite le signalement public de ces données. L'LNC va continuer à faire preuve de signalement transparent au sujet des programmes de surveillance existants et futurs. Alors, précisément, l'LNC parle avec les groupes autochtones quant à leur implication directe dans la surveillance du projet. Alors, c'est la rétroaction finalement de ces groupes est très valable, très importante. Et nous avons finalement prévu des ateliers pour l'été de 2021 pour donner finalement un aperçu de ces programmes de surveillance pour ceux qui s'intéressent et qui sont curieux d'en savoir plus. Vous pouvez contacter notre groupe de relations ERM. Je pense que l'adresse courriel sera affichée, c'est ermstakeholdersacnl.ca. Et une fois qu'on aura finalement finalisé les dates pour les ateliers, on va envoyer finalement un petit mot finalement à ceux qui se trouvent sur la liste de parties prenantes. Le plan de surveillance prévoit donc les détails du programme de surveillance. On peut demander ces détails si vous envoyez un courriel à cette même adresse. Deuxième partie de la question porte sur l'échéance. Et alors, pour cela, je ne peux pas vous donner une réponse précise, mais je peux vous parler de l'échéance générale du projet. L'LNC propose finalement une surveillance pour les deux projets. On a préparé un plan et ça sera donc examiné par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
et ces plans seront approuvés seulement si on a l'approbation finalement de la Commission. C'est une décision finalement qui revient à la Commission ultimement. Je m'arrêtais là, Mitch, et je vous cède la parole pour répondre à la prochaine question. J'aimerais juste intervenir très rapidement, Mitch. Oui, allez-y. Katie a parlé finalement du programme de surveillance pour le NPD. Au NPD, pour l'NSDF, nous avons une ébauche qui est sur le point d'être terminée. Ça sera affiché sur notre site web d'ici quelques semaines également. Et alors, comme pour l'NPD, on prévoit des ateliers pendant l'été pour entendre la population et les groupes autochtones pour ce qui est du programme de surveillance de l'environnement pour l'NSDF. Merci beaucoup. Merci à Katie et à Sandra d'avoir répondu à cette question. Alors, troisième question conjointe qu'on a reçue. À Juliette de NPD et Sandra du NSDF allez toutes deux répondre à cette question. La question est comme suit. Quelle faune habite les sites NPD et NSDF? Et on va commencer avec Juliette. Ensuite, on va céder la parole à Sandra. Alors, merci, Mitch. On va commencer avec le NPD. Alors, la plupart du site NPD n'est pas perturbé. C'est donc plutôt une forêt. Donc, la faune est typique finalement de la faune qu'on voit dans la région. Les ours, les daims sauvages, les serpents. Il y a également plusieurs espèces à risque qui sont présentes au site NPD. Par exemple, les martinets ramoneurs, certaines espèces de papillons et de serpents. Donc, protéger la faune est une priorité pour le projet NPD maintenant et pendant le projet de fermeture. Je vais vous décrire la façon de protéger finalement la faune au NPD. Pour les martinets ramoneurs, comme j'ai dit tantôt, nous avons installé une caméra dans le stationnement NPD pour enregistrer le haut de la cheminée où se perchent les martinets ramoneurs. Ça nous permet finalement d'en faire le décompte. Alors, pour protéger les martinets ramoneurs, le ventilateur n'est pas utilisé quand les martinets ramoneurs se trouvent dans la cheminée. Donc, de la coucher du soleil à la matinée. Alors, la cheminée fonctionne seulement quand le personnel doit entrer dans la partie nucléaire de l'installation pour faire leurs inspections. Donc, ces visites vont seulement avoir lieu quand les martinets ne sont pas présents. Pour les chauves-souris, on travaille pour faire en sorte qu'un petit groupe de chauves-souris soit évincé finalement de l'installation. Alors, la température est beaucoup plus froide que la température idéale pour les chauves-souris. Alors, les chauves-souris vont avoir le temps nécessaire pour trouver finalement notre lieu d'hivernement avant l'hiver prochain. Alors maintenant, les serpents. Alors, le personnel signale le biologiste finalement de toute observation. Il y a également une limite de vitesse très faible. Ça évite finalement les collisions entre la faune et les voitures. Il y a des panneaux d'indication rappelant aux conducteurs qu'il faut prêter attention parce qu'il y a des serpents qui traversent la route. Ensuite, les papillons monarques, on voit les papillons monarques finalement se nourrir sur le site. Si on doit éliminer les plantes que mangent les papillons, on va finalement seulement les éliminer quand les papillons ne sont pas présents. Une fois que le démantèlement sera achevé, on va finalement replanter les plantes
aux besoins. Alors, ce sont donc les espèces à risque et la faune qui habitent le site NPD. Au mois de juin, il y aura un webinaire qui va porter sur la faune à risque au site NPD. Restez à l'écoute. Donc, une fois que la date sera fixée, ça sera donc affiché sur les plateformes des réseaux sociaux et sur le site web du NPD. Je cède la parole maintenant à Sandra qui va vous parler de la faune qui habite le site NSDF. Merci, Juliette. La réponse est beaucoup plus détaillée que ma réponse. Je ne suis pas experte dans ce domaine. Alors, pour ce qui est de la biodiversité, eh bien, les détails sont présentés dans le rapport annuel présenté par l'LNC. Ces rapports sont disponibles sur le site web. Le site de Chalk River est de 4000 hectares, c'est hectares plutôt, c'est pour la plupart de la forêt. Il y a beaucoup de faune qui habitent le site NSDF. On n'est pas très loin finalement du site NPD, donc il y a des ours noirs, les orignaux, les daims, les tortues et plusieurs espèces d'oiseaux. Donc au site de Chalk River, il y a 23 espèces à risque qui ont été confirmées, y compris 4 espèces de tortues, 3 espèces de chauves-souris, dont et les papillons et les serpents également. Je vais vous parler rapidement des tortues. Les mesures d'atténuation ne sont pas exclusives au IGDPS, mais général. Nous avons tenté d'installer depuis 2 étés des calvertes pour les tortues. Nous avons une route qui entre et sort du site et la mortalité routière est la plus grande menace à ces tortues à Chalk River. Donc, ces calvertes ont été créées pour permettre aux tortues de traverser. Nous avons des caméras pour les calvertes. Vous avez peut-être vu sur notre page web, je ne sais pas si vous avez vu des tortues, mais d'autres espèces fauniques qui utilisent cette autoroute des tortues. Nous installons aussi des clôtures pour les tortues et des remblaiements. En septembre, nous avons fait une visite virtuelle du site sur la page YouTube, si vous voulez aller voir. Donc, il y a Annie Moran, qui est biologiste au site, qui était là et elle a bien parlé des tortues et des chauves-souris à Chalk River. Donc, allez voir cette présentation sur YouTube, ainsi que si vous avez d'autres questions pour notre équipe de relations. Merci, Sandra et Juliette. Je crois que nous allons accepter une question en direct pour chaque projet, un pour l'IGDPS et une autre sur le projet NPD, si ça va. Donc, pour l'IGDPS, les critères d'acceptation de déchets et où on peut avoir plus d'informations à ce sujet. Donc, où est la description la plus détaillée de la façon dont les volumes proposés pour l'IGDP seront vérifiés pour respecter les critères d'acceptation. Donc, où peut-on obtenir cette information? Sandra ou Jérôme pourrait peut-être répondre? Je peux débuter. Nous avons pas mal d'informations sur la page web de l'IGDPS qui fait partie du projet www.cno.ca et il y a les critères d'acceptation des déchets ainsi que les documents d'inventaire.
Tout document qu'il vous faut ou que vous voudriez voir se trouve sur demande si vous ne les voyez pas directement sur le site Web. Pour ce qui est de la question, plus précisément, je donnerai la parole à Jérôme qui vous parlera de la caractérisation des déchets. Thanks, Sandra. I just want to, so all characterization of all waste, it falls under the Cela relève remit of the waste management program at du CISO. programme de gestion des déchets All à waste LNC et waste characterization ils doivent standard respecter les normes de caractérisation qui ont été établies par le programme pour s'assurer que les déchets soient bien caractérisés radiologiquement, chimiquement ou physiquement. Selon la nature des déchets, différentes techniques sont utilisées pour s'assurer de bien résumer le tout. La réponse peut être complexe. Le processus de caractérisation est complexe, mais nous ferons un webinaire bientôt pour fournir plus d'informations aux membres du public. Tout ce que nous faisons suit les directives internationales et il y a quelques années, nous avons eu une vérification par le CNSC et toutes les recommandations ont été acceptées. Sandra, avez-vous quelque chose à rajouter? Pour ce webinaire, nous voulions faire une visite de l'établissement de caractérisation du site de Chalk River, mais ça a été remis à plus tard à cause, bien sûr, de la pandémie. La caractérisation des déchets fera l'objet d'un autre webinaire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez des nôtres. Nous vous donnerons plus d'informations à ce sujet dans les prochains mois. Très bien. Merci à Jérôme et à Sandra de cette réponse. Il n'y a pas vraiment de questions touchant précisément le NPD, mais nous en avons une qui touche les deux projets. Et le dossier de l'engagement public. Je répondrai moi-même et j'ouvrirai la parole au personnel également. Donc, la question, c'est, le public comprend-il le problème que vous tentez de résoudre et, le cas échéant, comprennent-ils qu'il s'agit d'un problème valable? C'est une question qui devrait peut-être être remise en contexte. De toute évidence, dans le processus d'évaluation environnementale, il nous faut tenir compte du feedback public et autochtone et nous l'avons fait, comme vous l'avez vu dans l'échéancier, dans la présentation, depuis plusieurs années, depuis 2016 en fait. Et nous participons à des webinaires comme celui d'aujourd'hui et il y a toutes sortes de façons par lesquelles nous avons fait participer le public et les communautés autochtones. Nous avons tenté d'aider le public à comprendre le problème qu'on essaie de résoudre et grâce à du feedback, nous avons tenté de faire évoluer notre façon de parler de ces projets pour répondre, pour élargir cette compréhension. La question de savoir si le public est d'accord ou si les communautés autochtones comprennent qu'il s'agit d'un problème qui
vaut la peine de régler. C'est difficile de dire si oui ou non, c'est tout le problème ou tous les Autochtones sont d'accord. Cependant, en général, le feedback est à l'effet que les responsabilités à long terme pour Chalk River et NPD, RND doivent être résolues. Ce n'est pas quelque chose à rejeter du revers de la main. C'est un problème qu'il faut gérer pour les années à venir et auquel il faut réfléchir et pour lequel les meilleures techniques doivent être utilisées. Et nous croyons que nous avons trouvé les solutions les meilleures et nous les proposons au public et aux communautés autochtones et aux décideurs pour vérifier. C'est le processus dans lequel nous nous trouvons. Et c'est vraiment la réponse que je pourrais donner. Cependant, je verrai si quelqu'un d'autre voudrait ajouter à ce que j'ai dit. J'ajouterais que l'IGDPS est nécessaire pour permettre aux laboratoires nucléaires canadiens d'effectuer la disposition finale des déchets afin de protéger l'environnement. Et cet établissement a été créé comme solution permanente pour réduire les risques environnementaux et isoler ces déchets en respectant les règlements et les directives internationales. Merci, Sandra. Katie, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, quelques mots sur cette question. LNC doivent trouver une solution immédiate pour la gestion et la réduction des problèmes nucléaires et il n'y a aucune option de rejet des déchets actuellement. Nous avons effectué une évaluation des possibilités et l'approche proposée a été la solution sur le site. Comme vous l'avez dit, Mitch, le feedback public et autochtone est une partie essentielle de l'évaluation environnementale. Elle dure depuis 2016, donc il y a la participation passée et future et actuelle. Le feedback que nous recevons est en faveur du projet, il soulève des questions et nous travaillons avec les parties intéressées, les groupes autochtones, les communautés, afin de résoudre les préoccupations qui existent. D'accord, merci beaucoup, Katie et Sandra. Merci de m'avoir aidé. J'espère que ça a aidé à répondre à ces questions. Sur ce, nous concluons et j'aimerais remercier tous ceux qui ont soumis leurs questions au préalable. Nous l'apprécions grandement. Ça n'aurait pas fonctionné sans vos questions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous envoyer vos questions par courriel et merci d'avoir pris le temps aussi de nous écouter aujourd'hui et d'entendre les réponses. J'espère que ça vous a servi et que vous avez appris quelque chose ou peut-être que vous avez d'autres questions. Sur ce, s'il y a d'autres questions ou
Si vous aimeriez discuter avec nous, vous pouvez communiquer avec nous aux adresses que vous voyez à l'écran. Nous serions plus qu'heureux de faire un suivi avec vous pour essayer de trouver la réponse pour vous. Il y a de l'information aussi sur ces sites Web. Si vous voulez aller voir ces sites et trouver l'information technique et publique qui s'y trouve. Une chose à faire remarquer, je crois qu'il y a eu certains problèmes techniques à cause du lien que nous vous avions fourni. Comme toujours, si vous vous joignez un peu en retard et que vous n'avez pas tout suivi ou si vous voulez revoir tout ça, nous l'avons enregistré, le webinaire, et il sera affiché sur YouTube dans les 2 langues officielles pour que vous puissiez retourner voir. Et finalement, comme je l'ai dit, nous allons faire un sondage à la fin. Comme nous l'avons dit auparavant, il nous faut voir comment les gens nous comprennent pour pouvoir mieux répondre. Et nous le faisons grâce à des sondages et de la rétroaction de votre part. Donc, si vous avez le temps de répondre aux questions, ça nous aidera à améliorer les choses, à améliorer ce que vous comprenez et comment faire évoluer nos présentations à l'avenir. Donc, ces sondages seront à l'écran. Vous les voyez, Margot, je crois? Et vous pouvez commencer à répondre. Oui, merci, Mitch. Il y a des questions. La première sera partagée lorsque nous aurons 60 à 70 de vote. Nous voyons. Deuxième question. OK, there Très we bien. are. On voit les résultats pour celui-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui d'en apprendre plus sur nos projets. Nous l'apprécions. Joignez-vous à nous plus tard pour un autre webinaire. Merci beaucoup et restez en santé.